le croit d'abord uniforme. Mais si vous visitez l'exposition au Centre Pompidou, vous aurez la surprise et la joie de constater que ce fond noir est absolument pas uniforme. Ici, bon, il y a juste des, comment dire, on dirait qu'il y a des endroits qui ont été grattés, un peu effacés. Sur d'autres tableaux, on pourra voir qu'en réalité, il est infiniment varié, que circulent dans ce fond des quantités et de courants et peut-être d'organismes microscopiques qui font de ces profondeurs noires quelque chose de fascinant. Enfin bref, qu'il y a tout un... ça n'est pas tout simplement en fond, un simple support, c'est réellement c'est un monde. Oui, je disais, il faut quand même à ce propos aussi signaler que Klee est original avec cette pratique du noir. On sait qu'il n'a pas été facile hein, de donner une raison d'être à la couleur noire depuis l'impressionnisme et depuis les études des physiciens qui disaient mais non, le noir n'a pas de raison d'être, il est à bannir, il ne fait pas partie du spectre des couleurs. Donc pas le noir. Et c'est donc comment dire, c'est Matisse. C'est Matisse d'un côté qui le réhabilite au début du mouvement des Fauves, et puis ce sont les expressionnistes. Mais Klee, lui, c'est encore autre chose. Lui, il a besoin de personne d'autre pour l'utiliser. Il a simplement constaté au cours de ses expériences le noir comme fond, c'est tout autre chose qu'un fond neutre ou incolore. C'est un moyen de rehausser les masses colorées et de faire qu'elles sont comme éclairées de l'intérieur. Donc ces navires qui sont à la fois dans des formes géométriques, un petit jeu pour enfants, et puis je retiendrai provisoirement aussi ce disque bleu. D'ailleurs, vous voyez aussi que ce disque bleu, il est riche de quantité de nuances, hein, comme une planète. On avance un peu ? Bon. Je veux dire, toutes questions sont permises. Bon. Et oui, donc on parlait de ce fond, et bien le voilà encore une fois, avec... alors le titre ici, c'est Goldfish. Goldfish que, spontanément, en français, on traduira par poisson rouge. Bon, sauf, vous voyez bien la différence, en allemand, un Goldfish, c'est bien un poisson d'or. Ou doré. C'est une dorade, peut-être, comme l'enfant. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades. Oui. Bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Et c'est ça, c'est la dorade. À mon avis, la plus ça dans Rimbaud. Dans Rimbaud. Dans Rimbaud. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades qui flottent. Ces dorades, mais oui. Ces poissons chantants, c'est tout à fait des légumes de fleurs. On bénit des rades, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. Donc c'est pas un poisson rouge. Oui, un poisson d'or, oui. Mais il y a des dorades dorées. En général, elles sont grises. Mais il y en a que l'on appelle des rascasses, d'ailleurs, dans certains endroits. Ah oui. Alors, ce qui me frappe là aussi, bien sûr, c'est aussi le monde végétal là-dedans, et puis de quelle manière
ce poisson, cette dorade, comme tu dis, qui a l'air bien illuminé de l'intérieur aussi. Parce que le poisson rouge, c'est plutôt en bas que tu as le poisson rouge dans la noire. Voilà, c'est ça, oui, oui. Et comme celle-ci semble, par sa masse, provoquer une sorte d'effet centrifuge, n'est-ce pas, pour chasser tout le monde. L'illumination, voilà. D'ailleurs, là, on voit mieux la mer qui devient. Au niveau où est le poisson à cette profondeur, la mer est noire. Elle est noire. Peut-être pas tout à fait noire, mais, oui, mais effectivement. N'en disons pas trop pour l'instant, parce que si on anticipe. C'est lui qui illumine. L'œil de cette dorade est extraordinaire aussi. On peut avancer? Voilà. Alors, cette fois-ci. Ah, merci. Ah oui. Bon, et le reste, c'est des aquarelles, je ne t'ai pas demandé. Ce sont des petits formats, tous ces. La plupart des formats chez Klee sont petits, vraiment petits. Ce sont ces fameuses aquarelles qui sont produites en un temps record, parce qu'il y a des quantités, durant ce séjour qui est devenu un Fordenturm von Kerouan. Ce sont donc devant les portes de Kerouan. Et ah oui, elle est très très réussie ici. Dans les précédentes occasions, je n'ai pas pu la voir aussi bien. Bon. Donc vraiment, c'est une très bonne surprise pour moi aussi. Donc, ceci se passe donc en avril 14. Et c'est un événement, pas seulement pour Klee, mais c'est devenu, au fond, une partie de la légende de l'histoire de l'art du XXe siècle. Ce voyage que Paul Klee fait à Tunis avec 2 ou 3 autres peintres, c'est donc une grande aventure qui se passe durant les vacances de Pâques, donc de 1914, quelques mois avant le désastre. Et donc c'est une découverte d'un monde pour eux complètement légendaire et mythologique. Un émerveillement pour Paul Klee et les autres. Et au fond, cette aquarelle-là, au fond, elle résume, elle synthétise un peu tout cet émerveillement. Alors, il y a plusieurs choses qui se croisent ici. Il y a, croit-on d'abord, et c'est ça qui fait partie de la légende, durant ce voyage qui est très très chargé, donc il y a la découverte de la lumière, de ce paysage, à la fois aveuglant et à moitié désertique, qui est à la fois un paysage puissamment architecturé. Je ne peux pas revenir là-dessus à des documents parce que ce sont des textes et tant qu'on a les images, profitons. Mais Klee est véritablement fasciné par l'architecture là aussi. Donc le côté ordonné, organisé, géométrique de ce pays a été un choc pour lui tout de suite, même avant le débarquement à Tunis. Une fois là-bas, ils ont visité beaucoup d'ateliers, et notamment des ateliers de tapisserie, de tapisserie donc artisanale. Et donc ce sont ces magnifiques tapis tunisiens. Il y a d'ailleurs eu des écrits à ce propos. Et on aime dire, justement, pour Paul Klee, c'est la découverte de cet artisanat
et cette, comment dire, cette alliance entre l'art européen et cet artisanat qui est élevé aussi au niveau, qui est largement pratiqué par les femmes là-bas, et qui est quand même, qui a valeur artistique en elle-même. Bon, ça c'est pour la légende. En réalité, elle est un petit peu plus, il faut la tempérer quand même, parce que ces formes géométriques, hein, qui semblent un petit peu inspirées de, comment dire, de ces carrés, de ces quadrilatères juxtaposés des tapisseries, ces formes lui viennent aussi tout simplement de ce qui n'est pas encore la tradition européenne, mais qui sont déjà des recherches, comment dire, en marge du mouvement cubiste, et qui sont faites par Robert Delaunay. Je vous rappelle, n'est-ce pas, ces fameuses vues de fenêtre, ces reflets que Robert Delaunay a peint d'une tour Eiffel qui est, comment dire, brisée en fragments dans les reflets d'une fenêtre. Bon. Et Paul Klee a été en relation avec Robert Delaunay 2 ans auparavant exactement. Il a été mandaté par Kandinsky pour aller faire un voyage à Paris, rencontrer Robert Delaunay, qui lui remet un texte qu'il a écrit sur la lumière. C'est un article sur la lumière. Et donc Delaunay pratique cette nouvelle peinture, donc à la fois qui a aboli la perspective, hein, qui a atteint à la planéité, et qui en même temps donc, garde des fragments donc, bien sûr de l'univers objectif visuel. Et bon, allons dire rapidement, c'est une, comment dire, c'est une variante du mouvement cubiste. C'est en même temps leur fils, mais bon, tout avec toutes les nuances que voudrait y mettre. Et donc, je dirais, voilà, Klee pratique une sorte de synthèse, n'est-ce pas, de ces influences récentes de Delaunay et de ce qu'il trouve là-bas, ce monde géométrique entièrement soumis à la loi de la lumière. Et donc là-dessus, il installe ce jeu de complémentaires, mais qui est moins rigoureux, comme vous pouvez le voir, que celui des expressionnistes. Et là-dessus, donc, il ménage des petits, bien sûr, des petites insertions de comment on dit, de monde visuel, un âne, des chameaux, etc. Bon, mais on peut peut-être, sans trop anticiper, estimer que ces figures animales tentent un peu à de l'écriture. Voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, qu'au fond, le titre que j'avais donné à ce propos, je ne sais même pas si je l'avais mentionné, c'était Lettres, forme, sonorité chez Paul Klee. Et... On l'a mis en ligne intégralement. Ah, vous l'aviez en ligne. Bon. Et donc, ma grande hypothèse de travail était de quelle manière tout cela se combinait chez Paul Klee et quel était au fond son but, son objectif en essayant de rassembler tous ces motifs. Bon. On avance un peu là. Voilà. Oui, alors on est toujours ici, c'est un... il doit s'agir d'un jardin, probablement. Bon, on voit très nettement ici l'influence de cet art abstrait qui est à la fois artisanal et hautement artistique.
Et on est d'ailleurs, oui, on est là, je pense, pendant 2 ou 3 ans, un peu plus tard. Vous remarquez, disons, sur le fond, vous avez toujours cette tendance, n'est-ce pas, à installer des quadrilatères de façon pas trop rigide d'ailleurs, et là-dessus viennent se tracer alors des formes qu'on peut aussi considérer comme des portées musicales. Hein. Sont à la fois des portées musicales, c'est une forme d'écriture qui peut ressembler comme ça très très schématiquement à une écriture non européenne, mais ces formes gardent aussi un souvenir du monde végétal. Oui, c'est une de ces belles plantations où je crois il est évoqué, bon, si ça se trouve, c'est à la fois, c'est un jardin rythmique. Hein. Bon, mais il ne faut surtout pas retourner au titre, sinon on va se retrouver dans les problèmes matériels antérieurs. C'est appelé comment, le jardin? Je pense que c'est un rythme, oui, un jardin en rythme, quelque chose. Enfin bon, la notion. Oui, la notion. C'est ce que l'on parle justement Boulez dans son. Voilà. Son livre sur. Voilà. Oui, on peut y venir. On parle de la portée musicale qui est une sorte de langage un peu analogique. Tout à fait. Mais qui ici est très visible, c'est-à-dire à la fois du tissage et de la portée musicale. À la fois tissage, peinture, musique. Il y insiste dessus à cause justement de la manière dont le rythme est traduit, voilà. qui est un mot, le rythme qui est un mot essentiellement musical d'origine d'ailleurs, mais qui peut se traduire dans les langages picturaux. Et alors, si l'on voulait avancer dans plus d'observation, on pourrait dire, tiens, dans le rythme, ce qui est intéressant aussi, ce sont bien sûr la régularité et cette régularité qui est quelquefois rompue parce qu'il y a des arythmies, n'est-ce pas? Il y a des ruptures de rythme et on pourrait sûrement s'amuser à les observer. De temps en temps, on change d'allure et c'est l'intervention, comment dire, d'un accident ou d'une irrégularité dedans qui fera l'intérêt de la chose. Bon. C'est dire si on pénètre dans un monde, parce qu'effectivement, si on s'amusait à compter, quelquefois on se dit tiens ça marche par 4, et bien non tout à coup c'est par 3, etc. Donc ensuite on peut se poser la question au fond dans les quantités, c'est-à-dire dans les surfaces. Il y a des surfaces plus larges. Donc si on voulait réfléchir à l'équivalence musicale de ces surfaces, on pourrait dire tiens, certaines correspondent à des notes continues, voilà, selon l'étendue qu'elles occupent. Mais cette étendue, ou alors quelquefois on peut dire tiens, il y a des marques d'intensité. Une note rouge, par exemple, on peut dire elle est peut-être courte, mais quand même, n'est-ce pas, elle fait masse, elle fait chaud là-dedans, et ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces, comment dire, il y a tous ces paramètres, finalement, qui entrent en jeu. Donc, c'est pas timbre, intensité, hauteur, parce qu'il y a des questions de hauteur aussi. On pourra dire la hauteur dépend de la luminosité. Voilà. Et plus ça sera sombre et plus on ira dans les profondeurs et ainsi de suite. Là c'est peut-être un peu, comment dire, excessif de surcharger de commentaires celle-là parce qu'il y a d'autres œuvres où c'est beaucoup plus frappant. Allez, avançons. Voilà toujours, oui,
Alors, ceux qui... C'est pas en Égypte. Saint-Germain. Non, non, on est toujours à Tunis. Toujours à Tunis pendant ce séjour. Là, oui, bah, il a fait tout ça, oui, oui. Et donc, qu'est-ce que je lis? Saint-Germain by Tunis, Land einwärts. Bon, donc, Saint-Germain près de Tunis, disons, vers l'intérieur des terres. Hein, il a même insisté là-dessus. Bon. Et au fond, on peut faire à peu près la même genre de remarque. Ce qui me frappe quand même toujours dans ce titre, en Tunisie, en 1914, il y a un quartier, un faubourg qui s'appelle Saint-Germain. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et donc, pour dire que, voilà, pendant leur séjour, ils étaient donc reçus dans la bonne société européenne, chez un médecin riche qui les promenait dans sa voiture à travers la contrée, et ils étaient luxueusement installés. Et donc leurs incursions dans les quartiers vraiment populaires se faisaient le jour. Donc c'est ça, je viens de traduire, n'est-ce pas? C'est Saint-Germain, près de Tunis, vu vers l'intérieur des terres. Saint-Germain. Eh oui. Oui, ah oui, oui, il y a un Saint-Germain, merci. Merci, oui. Oui. Ah, mais il y a des caméramens excellents là, et qui réagissent au cadre. Voilà. Et donc on voit bien aussi le support de la toile. Là. Bon. Donc voilà leurs exploits. Donc encore une fois, vous pouvez voir cette tendance. Mais c'est moins grand que ça, le divin. Oh oui, bien sûr, c'est pas grand. Il est plus grand que la réalité. Oui, c'est bien plus grand. Ce sont des toiles qui, quand elles font, que sais-je, 40 cm de large sur 30 de haut, 35, c'est bien le maximum. C'est exceptionnel. Mais ça tient bien l'agrandissement. Ça résiste remarquablement. Oui, ça prouve que la reproduction a été bien faite. Donc, alors cette tendance à la géométrie, hein, comme vous pouvez le voir, en réalité, il n'y a pas de pyramide là. Hein, mais voilà, le monde se fait en carré, en triangle et en sphère, et comme, malgré tout, remarquez-le quand même, lorsqu'un triangle a une pointe vers le haut, eh bien, il n'est pas rare que corresponde à ce triangle un triangle qui pointe vers le bas, puisque toujours au nom de la loi de mouvement contre mouvement. Bon. Et dans tout ça, alors, en même temps, à la fois, je dirais, géométrie et grande liberté. Hein, je crois que c'est ce qu'on aime chez Klee. Je crois que c'est cette souplesse dans la direction vers l'abstraction qui se fait sans dogmatisme. Donc il faudra, de ça aussi, il faudra essayer de s'expliquer. Et puis ces tâches, effectivement, elles sont prises dans un système de quadrillage très sensible, très délicat. Je ne sais pas si c'est dessiné un peu à l'avance, quand même, je crois. Je pense que il y a quelques fois, mais pas toujours. Pas toujours parce qu'il est très difficile. Il est très difficile chez Klee. Il y a quelques fois il le fait. Quand je lis à peu près tout ce qu'il fait, la liberté est telle, par exemple, donc quelquefois, comme on peut supposer qu'il y avait beaucoup de vent. Donc, ils sont là sur le motif, et donc il faut, en même temps qu'on a posé une feuille sur un petit support, il faut l'assurer, et donc on tend des élastiques. Bon. Et sur certaines, je pense que sur celle-là on ne peut pas le voir, mais sur certaines, on voit bien que les élastiques qui ont été placés en long et en large, ont été là, et qu'il a peint autour.
le plan oblique, bah, ma foi, on garde la trace de l'élastique, puis c'est tout, quoi. Et comme ça, le quadrillage est carrément imposé. Bon. Si on cligne des yeux, effectivement, en termes de valeur, d'ailleurs, si on cligne sans fermer complètement les yeux, ce qu'on fait pour voir les valeurs Bien sûr, on voit effectivement qu'il y a des masses entières qui recoupent beaucoup de choses, comme l'effet donc en croix tout en haut, la pyramide rouge et la pyramide orange inversée. Tout ça forme des blocs, en fin de compte. Les pyramides noires sont inscrits dans des blocs plus larges, d'ocre rouge, d'ocre orangé. C'était le cas dans la première aquarelle aussi. C'est vrai que les petits accents qui font d'écriture, c'est des accents graphiques, s'intègrent aussi totalement dans le. Voilà, oui, oui. C'est des ponctuations, c'est des points supplémentaires comme il les traduit, parce que les ombres, il les traduire en termes de poids dans sa théorie. Hein, c'est ça. Et là, on voit bien à quel point ça cale l'ensemble, c'est quand même très tramé. Hein. C'est fou comme les horizontales, les barres qui relient tout. Toutes les couleurs, toutes les valeurs sont prises dans une trame de façon déterminée ou retrouvée. Ouais, mais alors du coup, est-ce que c'est en lien avec justement tous les ateliers de tapis qu'il y a là, en Tunisie, enfin dans les régions? Les tapis ont des compositions tellement plus concentriques. Oui, non, mais en lien, je dis en lien, c'est-à-dire que en voyant... C'est plus de Launay, en fait. Voilà, il y a une Cézanne et de Launay. Oui, il y a une inspiration. Ouais. Alors, la légende aime bien dire ça, hein, parce que bon, l'histoire de l'art reflète aussi les légendes, mais il était déjà préparé. Voilà, il était déjà préparé. Et puis, préparé à quoi? Alors, parce que là, je sais plus. Il était déjà préparé à quoi? À recevoir ce type de composition. Voilà, à accueillir ce type de composition. Donc il est donc tout content de voir confirmer la tendance dans laquelle il se dirige par cet art populaire, quoi. Donc pour lui, à ce moment-là, c'est vive l'art populaire, comme, je vous le rappelle, ce grand manifeste du nouvel art qui est donné à deux moments par Kandinsky, du spirituel dans l'art, aussitôt suivi de la publication de l'almanach, du Cavalier Bleu, qui est une véritable célébration de l'art populaire, de l'art, non consacré, et ainsi de suite. Oui, et à ce que vient de dire Thierry, j'aurais juste ajouté, vous voyez, ce rôle du noir, qui sert à rehausser et à introduire une dimension qui est celle de la profondeur aussi. Oui, la profondeur est là quand même, parce que de toute façon, elle n'est jamais abolie complètement à cause de la couleur. La couleur a une fonction spatiale, puisque un ton dans une surface donnée recule ou avance. Enfin, et c'était même des histoires, paraît-il, de Mondrian, qui voulait vraiment réduire au plan maximal, et sans plaigner, je crois, un visiteur de là-haut, je ne sais plus si c'était, je ne sais plus lequel, c'est pas Peltner, c'est pas... mais il disait, enfin le constructiviste plutôt, un ami constructiviste, et il disait, mais là, ce ton-là, il est encore trop en arrière, il frustre ma surface. Bon, lui, il était extrême dans la volonté de tout ramener au premier plan, mais là, il y a une profondeur due à la couleur, de toute façon, et peut-être aussi, quand même, au noir. Encore plus qu'en clignant bien des yeux, au fond, on a quand même des premiers plans sombres, en définitive. On a, par exemple, sur la partie droite inférieure, dans le coin inférieur droit, on a un triangle rouge qui est bordé par des pointes noires et un triangle à la pointe en bas plus claire. On voit avec le jaune, le gris bleu, le jaune encore et le vert. Et puis on a encore presque encore un triangle qui réunit des mauves, des rouges. Donc tout ça est en fin de compte traversé par des plans généraux. Hein, qui réunissent. On a donc sur le coin inférieur gauche aussi une cale complète, une sorte de L. Et ça se fait un peu plus, c'est-à-dire qu'en fin de compte, malgré les contrastes très forts, tout est très amorti dans des ensembles, au fond, marqués par une tonalité, par des recouvrements de couleurs. La profondeur existe. Donc, on a beaucoup dit que la perspective était annulée par la recherche des modernes, mais au fond, ce qui compte, c'est la profondeur de l'espace, ou non d'ailleurs, chez les peintres. L'aplat, le guide, c'est vrai, le guide déjà, énormément. Et maintenant, effectivement, quand tu dis en clignant des yeux, et ce qui me frappe d'ailleurs aussi, c'est qu'en clignant des yeux, je découvre que ce ne sont pas des carrés noirs, hein, en tout cas que les formes noires, on a le sentiment elle crée un rythme. Elle crée un rythme, hein, je veux dire,
comment dire, dans leur succession vers le haut, on a l'impression qu'elle... Voilà, voilà. On ne sait pas ce qu'elle... Oui, c'est surtout dans les parties les plus rythmées, ces accents noirs, de la vache noire, comme ça. Je vois qu'elle nous retient beaucoup, hein, celle-ci. On avance malgré tout. Hein, mais tout changement est un renoncement. En plus, là, on a un écran qui contraste les choses, qui fait ressortir. Voilà. Voilà. Et donc, je ne vais pas vous lire, n'est-ce pas, le texte, donc, qui est là deux fois, n'est-ce pas? Il est à la fois inscrit, dans les formes, dans les formes, on le retrouve bien caché, n'est-ce pas, dans les formes et dans les couleurs. Mais heureusement, Paul Klee a également ajouté ce texte, voilà, en bas. Bon. C'est dommage, oui, c'est ça. Bon, donc, non, mais je n'ai pas besoin de... Non, il faut le laisser qu'on puisse le lire. Donc, voilà, la lune se tient dans le ciel, pas haute et lumineuse. Bon, on peut l'imaginer là-haut, n'est-ce pas? Mais elle est bleue. Hein, bon. J'ai soufflé ma lampe et 1000 pensées s'élèvent du fond de mon cœur. Mes yeux débordent de larmes. Ström über von Tränen. Bon, alors il ne précise pas si ce sont des larmes de bonheur ou de joie. Bon, non. Alors moi j'ai longtemps cru que ce poème était de Paul Klee lui-même. On me disait, voilà un beau texte qu'il a écrit. Et puis, et non, en lisant dans le catalogue de l'exposition, j'ai appris, non pas du tout, c'était un poème d'un poète chinois de je ne sais plus quelle époque, qui avait été traduit assez récemment par un traducteur allemand, donc, et que Paul Klee réutilise ici. Voilà. Donc, alors là, ça précise, n'est-ce pas, comment dire, les sources extrême-orientales de ces influences. Ce qui est frappant aussi ici, c'est la manière dont Klee a composé cet ensemble. Donc, en haut dans le ciel, la lune, deux fois la lune, c'est pas hoch, et la lune est dans l'adjectif haute, toute grande, et elle revient au bout de la ligne, dans Mond, c'est encore une fois dans ce bleu-là. Et puis, il y a, comment dire, ce vide entre le monde, entre le ciel, tout simplement, et la terre. Et donc, voilà, au niveau terrestre, donc, j'ai soufflé ma lampe, et quand la lampe est soufflée, on voit qu'on atteint des teintes plus sombres, mais peut-être qu'une couleur spirituelle, là, ce jaune, là, et des milliers de pensées s'élèvent du fond de mon cœur. Mais quand même, le fond, Grund, là, vers la droite, s'inscrit dans des couleurs, comment dire, oui, c'est terre de ciel, c'est terrestre, c'est sombre, le bleu se mélange de gris, etc. Quoi. Ce n'est que lorsque les yeux se remplissent, se débordent de larmes, là, il y a un peu de rouge, là, quand même. Donc, oui, il existe quelques poèmes qu'il a composés, mais là on voit ce souci d'unifier à la fois le texte, la lettre,
de donner à la lettre, comment dire, une charge affective par la couleur, en même temps. C'est des poèmes qu'il a écrits dedans. Alors le poème, donc, vient, donc il y a un poète chinois. Oui, mais dans la peinture même. Oui, oui, c'est le poème. Ah mais oui, c'est le poème, bien sûr. C'est le poème, oui. Et il ne fait que, donc, que le répéter en bas dans le texte, quoi, pour les gens qui ne sont pas capables de lire. Les Allemands, avec un petit peu d'effort, arrivent à tout retrouver. Mais quelqu'un qui n'est pas allemand est complètement perdu. On passe à la suivante. Ah ben bon, voilà, encore une de ces gens-là. Alors, bon. Ah oui, alors celui-ci est bien de Paul Klee. Hein. Et puis il est très célèbre. Alors, bon. Donc, Einst dem Grund der Nacht enttaucht. Bon, donc c'est jadis issu du gris de la nuit. Ça commence là-haut. Issu du gris de la nuit. Et puis, ensuite, lourd et cher et fort et plein d'une force de feu, comme feuille. Et puis, le soir, abends, et oui, le soir, abends, c'est ça, abends, voll von, et bien voyez-vous, je calme aussi. Alors tu vois, les lettres. Voilà, les lettres, donc là comme aussi, voilà, s'inscrivent là également, c'est ça. Und abends voll von, und, ah, mais alors bon, oui, là je calme un peu, là sur la dernière ligne, und, bon, c'est pas très grave, links, je vais, bon, écoutez, bon, non, tant pis, parce que là, je fais du déchiffrage, je perds du temps, tant pis, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut l'avoir tout entier? Je ne sais pas s'il a mis, oui. Bon, mais là aussi, donc, dans ce, et retenons quand même le sens général, il est question d'abord de quelque chose qui est issu du gris de la nuit. Et on voit bien le gris de la nuit. D'ailleurs, le gris, il l'a installé au centre, n'est-ce pas, pour séparer deux zones. Bon. Et donc, au fond, ce gris de la nuit, on peut imaginer que pour Klee, ce gris, c'est une sorte de... Bah, c'est la couleur, au fond, où tout se mélange. C'est une sorte de chaos. Et c'est une... Voilà, c'est ça, électronique. Et ensuite, on va vers... Et puis, on va vers l'éther, comme chez Hölderlin. Hein, bon. Et donc, et puis on va flotter ensuite, Überführen, etc. Oui, je retrouve petit à petit. Mais je pense que, voilà, ce qui est à retenir, c'est cette apologie d'un chaos originaire auquel il faut retourner si l'on veut espérer atteindre la lumière. C'est ça. Le chaos, au fond, c'est le, comment dire, c'est ce foyer à partir duquel émergera un acte créateur. Mais, je crois d'ailleurs qu'il est dans l'exposition. Voilà aussi. C'est ça. Et donc, mais on peut refaire les mêmes remarques, disons, à propos de la musicalité que celle qu'on faisait précédemment, en essayant de donner sens à la répartition des couleurs, sur la toile. Mais retenons que à la base de tout cela, ce qui soutient tout ça, c'est ce gris.
Mm.